Bonjour à tous. Je vous souhaite bienvenue à notre deuxième journée de formation à l'occasion de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. Tout au long de ce mois, on a entrepris des activités de formation en prélude de la semaine. C'est ainsi, chaque semaine, on a présenté des séances de formation à cette heure même pour pouvoir encourager les technologistes médicaux et aussi non seulement les encourager, mais aussi les encadrer dans leur travail. Hier a officiellement débuté les sessions de formation avec docteur Larsen, le directeur de la 2FPSS au niveau du ministère de la Santé publique. Il a parlé autour du profil de compétences des technologistes médicaux haïtiens. Aujourd'hui, on aura l'honneur d'accueillir Diogène. C'est un technologiste médical, membre de la TMLH. Il a un master en santé publique. Donc, c'est lui qui va entretenir autour de l'apport du laboratoire à l'épidémiologie. Woden, je vous souhaite la parole. Merci, Maki. Allô? Oui. Allô? Oui. 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 OK. Merci, Maki. Et je remercie à TMLH pour l'invitation. Même si je suis un peu chargé, mais j'ai pris le soin de répondre parce que habituellement, en milieu de semaine, c'est très difficile pour moi d'avoir le temps entre 11h, midi jusqu'à 2h, d'avoir du temps libre pour faire quelque soit d'autres activités que mon travail. Parce que, et malgré que je suis dans le sud, je ne suis pas dans un bureau central, je suis coordonnateur régional d'un projet dans le sud. Mais c'est difficile pour moi parce que c'est toujours très chargé. Mais là, je suis content d'être avec vous et je souhaite bienvenue à tout le monde qui est sur le forum et du Zoom de la TMLH aujourd'hui. Je vous souhaite déjà une bonne semaine du laboratoire et j'espère que vous allez profiter. Alors, normalement, il y avait une annonce qui était faite avec Macmi. On va parler du laboratoire dans le domaine d'études et épidémiologiques. Mais lorsqu'on m'a donné le terme, j'ai réfléchi et puis j'ai modifié logiquement et c'est pas, j'ai fait ça en termes en situation d'épidémie, comment le laboratoire, quelle est la réaction normale du laboratoire en situation d'épidémie dans un pays. Alors c'est ça, on va parler et je vais faire une présentation, c'est pas long. Et normalement, c'est pas facile de faire la présentation parce qu'il y a tellement de choses à mettre, mais j'ai fait un résumé d'environ une dizaine de slides et que rapidement, on va faire le tour des slides et ensuite, il y a des questions et je ne sais pas comment ça va se passer, Macmi. Est-ce que tu vas recevoir les questions, ensuite tu peux me transmettre ça et là, on peut, ou bien, et là, je peux apporter les réponses. Les participants vont poser les questions au niveau du chat et je vais lire les questions pour vous. OK, merci. Encore une fois, merci et bonsoir tout le monde. Et je vous demande de mettre un peu vos micros sous mute pour qu'il n'y ait pas trop de grisaillement au cours de la présentation. Maintenant, parlons de... Je ne vais pas me présenter trop, tout le monde me connaît. J'ai fait mes études de laboratoire à l'École nationale de technologie médicale du Cap-Haïtien. C'était la promotion objet, mais 2001 et 2001-2004. Et ensuite, j'ai fait un parcours très long dans le système où tout le monde me connaît presque. Et j'ai eu une coupure dans le système entre 2011 et 2013.
j'ai laissé Haïti pour aller faire une maîtrise en santé publique internationale à l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Et j'ai eu la chance aussi de faire un stage de 3 mois à l'Institut national de santé publique du Québec. Et là aussi, j'ai travaillé pendant une période de 2 mois au Laboratoire national de santé publique du Québec, et notamment en assurance qualité. Et ensuite, j'ai eu une formation de 6 mois en management de laboratoire avec l'Université de Montréal et le Laboratoire national. Là, je vais parler surtout des laboratoires et d'épidémiologie. Donc, je vais faire un mariage entre ma licence de laboratoire et ce que j'ai eu comme mon diplôme de maîtrise en santé publique. OK. Rapidement, voyons un peu le plan de la présentation. C'est très court. À chaque point, il y a un slide. C'est très court. Et la première chose, on va voir un peu de la définition. La définition entre... Et on va faire une définition de ce qu'est l'épidémiologie et le laboratoire médical et pour voir réellement où se trouve la liaison entre ces deux entités. Ensuite, on va voir l'objectif de ces deux entités. Que réellement, est-ce que l'objectif du laboratoire et l'objectif épidémiologique, c'est la même chose? Donc, on va voir généralement en termes d'objectifs et comment l'approche de ces deux entités. Ensuite, on va voir dans le processus de surveillance où se trouve le laboratoire, dans le processus de surveillance épidémiologique, où se trouve le laboratoire réellement. Et vous allez voir que le laboratoire se trouve au début de la chaîne et à la fin de la chaîne. Ça veut dire tout le parcours et c'est un schéma décrit par deux Canadiens qu'on va présenter pour voir réellement comment où se trouve le laboratoire dans dans le processus de surveillance épidémiologique. Ensuite, on va voir les éléments de données utilisés dans la surveillance épidémiologique dans le laboratoire. Parce que généralement, quand on parle de surveillance épidémiologique, on a tendance, c'est comme si le laboratoire, il fait les tests et remet les résultats, on est fini. Mais non, il y a des éléments de données. Logiquement, dans un système dès qu'il y a un système d'information complet, disponible et utilisable, et les éléments de données, s'il y a quelque part une faiblesse quelque part dans les systèmes, on doit pouvoir les trouver normalement au niveau du laboratoire. Et là, je suis en train de faire un exemple vivant, par exemple, au niveau du Sud, dans le cadre de la malaria. Ensuite, il y a les étapes d'investigation d'une éclosion. Alors, quand je parle d'éclosion, c'est comme si éclosion d'épidémie. Par exemple, on a eu une fois, j'étais à Petit-Goâve en mission pour gestion et puis on a eu une éclosion de choléra en Haïti. Je me souviens très, très bonnement, j'étais à Petit-Goâve. Donc, c'est ça. Comment se passent les étapes d'une investigation et maintenant, où se trouve le laboratoire durant ces étapes. Maintenant, c'est le rôle du laboratoire en période d'épidémie. Ce que fait le laboratoire. Quelle est son importance? Où se trouve son implication? Ensuite, maintenant, c'est la préparation à une épidémie. Maintenant, si on est au laboratoire, on prévoit là, par exemple, comme c'était le cas, c'était prévisible qu'on allait avoir le COVID-19 en Haïti. Est-ce qu'on avait fait les préparations nécessaires? Qu'est-ce qu'on avait fait réellement? Et ensuite, on va faire la conclusion. Voilà, la définition, c'est simple pour le laboratoire de biologie médicale et que je ne devais même pas présenter parce que peut-être il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas de notre système de la TMLH ou n'est pas un spécialiste de laboratoire. Donc, j'ai pris le soin quand même de mettre la définition qui est un espace où on fait le prélèvement et on fait les analyses sur les liquides biologiques. C'est ça. Donc, mais quel est l'objectif? C'est de porter, c'est de confirmer ou infirmer une impression clinique. Donc, c'est de donner un diagnostic médical à une personne. Ça veut dire que quand on fait un test, ça ne veut pas dire ce qu'on dit dans les résultats, c'est définitivement, c'est ça. Mais maintenant, on peut concerter parce qu'il y a certains résultats au niveau de laboratoire qui ne c'est pas comme un test où on dit cette personne est positive pour X ou Y. Mais parfois, on va concerter les résultats et on va faire une corrélation et voir par rapport à ce qu'on avait
penser est-ce qu'il y a réellement le lieu de penser à tel type de maladie ou pas. Maintenant, l'épidémiologie, c'est une discipline scientifique et comme le laboratoire, dont l'objet c'est l'étude de la distribution des problèmes de santé. C'est-à-dire que, vous voyez, si le laboratoire s'intéresse déjà à l'individu, c'est-à-dire que le laboratoire c'est individuel. MacMi, ça parle jusqu'à présent. Allô? Ça passe 5 sur 5. OK. Je dis que le laboratoire, ce que vous devez voir déjà dans la définition, avant même d'entrer dans le plan de la présentation, le laboratoire, c'est l'individu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait pour une personne. C'est pourquoi on dit que le résultat est personnel. C'est individuel et ce qui arrive, et je me souviens au début, c'est difficile même, si ce n'est pas sous clic acheté, de livrer un résultat à une personne pour une autre personne. C'est-à-dire que c'est individuel. Alors que en épidémiologie, ce n'est pas individuel, c'est collectif. Mais d'où vient le collectif? C'est-à-dire pour avoir le collectif, il faut avoir des individus. Donc, ce sont des résultats qu'on a codés, ce sont des tests, ce sont les résultats qu'on a eu au niveau de laboratoire et qui va nous donner des résultats pour identifier les problèmes de santé. Donc, si l'identification des problèmes de santé, déjà, ça se passe, vous voyez que dès la définition, ça se passe au niveau de laboratoire. Parce que c'est nous qui faisons le diagnostic. C'est-à-dire que ça se passe au laboratoire. Donc, si ça se passe au laboratoire, donc nous, on fait un travail individuel pour chaque personne à son résultat. Chaque personne, mais de la même façon qu'on dit chaque personne est une personne séparée et unique, donc chaque résultat d'une personne est individuel et unique. Mais maintenant, quand ça arrive au niveau de l'épidémiologie, on fait un brassage de tout. Alors quand je dis on fait un brassage de tout, ça ne veut pas dire qu'on prend le résultat de Pierre pour le résultat de Jean, ou bien on prend le résultat de Islande pour le résultat de Abdias. Ce n'est pas ça. Mais ce qui est important, quand on arrive, par exemple, on a fait un test, par exemple, pour 60 personnes. Par exemple, on fait la recherche, par exemple, des cas d'hépatite C en Haïti, et le laboratoire a testé 60 personnes à travers les 10 départements pour dire, on va chercher, par exemple, la prévalence. Mais nous, on sait les 60 personnes, chaque personne a un résultat positif ou négatif. Mais maintenant, quand ça arrive au niveau de l'épidémiologie ne va pas avoir des résultats individuels. Il va dire clairement, on a testé 60 personnes, parmi ces 60 personnes, on a eu 30 cas positifs. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il fait une répartition, il fait une distribution générale des problèmes de santé. Et ensuite, l'épidémiologie va dire, voici l'âge des personnes affectées, voici les sexes et autres. C'est une distribution. Mais l'Organisation mondiale de la santé va plus loin en 1968, il dit que c'est une étude de distribution de maladies et des invalidités dans les populations humaines. Donc, ça, c'est le point de vue de l'OMS et on ne discute pas, et logiquement, c'est une distribution générale. Ça veut dire que quand on dit, par exemple, une prévalence d'une maladie dans une population X donnée est égale à 5%, dans les 5%, c'est la population en général par rapport aux gens testés et pour avoir les résultats. C'est une distribution générale pour dire qu'il y a 5%, par exemple, de la population qui sont diabétiques. On ne va pas dire X est diabétique, Y est diabétique, mais on va dire exactement, l'épidémiologie vous dit, dans l'ensemble, il y a 5% de cette population qui ont le risque de développer le diabète. Maintenant, j'ai fait une chose pour mettre les deux sciences face à face et pour voir leur action et leur complémentarité. Et laisse-moi vous dire, sans le laboratoire, comment je vais dire? Le laboratoire, c'est transversal pour moi de la santé publique. Et on va voir ça tout à l'heure, je pense qu'après ce slide, c'est transversal de la santé publique. Et le laboratoire, c'est incontournable et indispensable. La raison est simple.
Nous venons de voir dans la définition que j'ai dit que l'épidémiologie prend en compte la distribution de la population en général. Alors, c'est les laboratoires, chaque résultat a une personne. Donc, c'est unique. Mais est-ce qu'on peut avoir l'ensemble sans avoir l'individu? Non. On ne peut pas avoir l'ensemble sans avoir un individu. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez les objectifs des sciences. Vous voyez les laboratoires, quand on fait les tests, on dit telle personne, cette personne est positive, cette personne est négative par rapport au résultat. C'est-à-dire qu'on identifie les clients affectés en fonction du code, du nom, et on donne le résultat. Le laboratoire aussi fait la détection des épidémies. Alors, laisse-moi vous dire, le point de départ de toute épidémie, c'est du laboratoire. Et c'est là notre rôle, parce que si, par exemple, comme on le fait, par exemple, en Haïti, et malheureusement, on commence à prendre conscience, si on ne tient pas compte que le laboratoire, c'est le point de départ de toute chose, de toute recherche épidémiologique, de toute révélation des agents infectieux nouveaux, on est foutu. Parce que la raison est simple. Autrefois, il y avait le phénomène de plongaille. Par exemple, le patient arrive et on regarde ça. Et la malaria, c'est endémique. Bon, on va lui donner de la chloroquine, ensuite on lui donne de la primaquine, on fait le traitement. Si ça ne marche pas, on va lui donner, parfois on lui donne et la chloroquine, la chloroquine, en même temps on fait un traitement de tuberculose, en même temps on lui donne X. Moi, par l'expérience, j'ai eu par exemple une expérience, j'étais à Caille-Jacmel une fois, j'ai trouvé un médecin qui prescrit une douzaine d'antibiotiques à un patient. Vous savez pourquoi? Parce que ce médecin-là travaille dans un hôpital, le laboratoire ne travaille pas, on ferme tout, mais le médecin, quand le patient arrive, il donne tout. Donc, si X ne marche pas, Y peut marcher. Donc, et c'est là le problème. C'est-à-dire que le laboratoire, son principal rôle, c'est de détecter, identifier les personnes malades et identifier quel type d'agent infectieux en question. Exactement, c'est identifier l'agent causal. L'autre chose, c'est que le laboratoire même, il y a un professeur en France qui m'a dit que le laboratoire, c'est le prescripteur dans les cas de résistance. C'est le laboratoire qui décide de quel médicament, quel antibiotique donner. Parce que dès que le laboratoire dit on a le risque d'avoir des cas de résistance d'un tel antibiotique, généralement dans ces pays, on interdit de donner des prescriptions, sauf dans des cas exceptionnels. Donc c'est le laboratoire qui détermine les cas de résistance, mais aussi c'est le laboratoire qui détermine l'émergence des cas de résistance. C'est-à-dire s'il y a un risque d'avoir des cas de résistance dans le futur, c'est le laboratoire. Et on a par exemple le cas avec la tuberculose, ça marche pas mal. Ensuite, c'est le laboratoire qui renseigne les autres. Et si on a un problème de traitement au niveau de santé publique, il y a un grisaillement. Il y a un grisaillement. Oui, j'essaie de voir lequel des participants dont le micro est ouvert. Okay. Donc, c'est le laboratoire qui doit renseigner les autorités de santé publique en regard du tout. C'est-à-dire qu'on a fait des cas d'éventuelle résistance. C'est pourquoi que mon professeur en France m'avait dit clairement que le laboratoire, c'est le prescripteur dans cette situation parce que c'est le laboratoire qui détermine quel antibiotique à donner. Donc, c'est le laboratoire qui décide. Mais maintenant, allons voir pour l'épidémiologie réellement où se trouve la liaison. Et comme je vous l'ai dit, si le laboratoire c'est un individu, l'épidémiologie c'est l'ensemble de la population. Comment sont répartis les cas de maladie? Maintenant, l'épidémiologie, son premier rôle, c'est de recueillir, c'est d'interpréter et d'utiliser les informations des problèmes de santé. C'est-à-dire que l'épidémiologie prend ces informations qu'on traite au niveau de laboratoire, et tous les tests qu'on a fait, quelles que soient les personnes positives, parce que c'est ça,
l'important au niveau de l'épidémiologie, il va avoir et les résultats positifs et les résultats négatifs. Parce qu'il y a d'autres travaux à faire. Maintenant, on va prendre ça et on va voir comment se trouve la répartition. Quels âges sont plus affectés, quel groupe d'âme, est-ce que les femmes enceintes sont touchées? On va poser ces questions, ensuite on va les utiliser et les interpréter. Et maintenant, et c'est à partir de ces données venant du laboratoire, l'épidémiologie va faire sa distribution des cas de maladies dans la population. Et là, on va faire ce qu'on appelle utiliser ces données pour faire la détection d'une épidémie. Je vais vous donner, j'aimerais bien donner un exemple plus précis parce que dans les deux cas, vous voyez des détections d'épidémies. Maintenant, au niveau du laboratoire, par exemple, et quand j'étais une fois, pendant une semaine, au Laboratoire national de santé publique du Québec, il y a ce qu'on appelle le seuil d'alerte en santé publique. Épidémiologiquement, on dit qu'il y a un seuil d'alerte. Ça veut dire que si dans une population, on dit, je vais prendre le cas d'Haïti par exemple, s'il y a un cas de diphtérie, par exemple, qui apparaît en Haïti, l'alerte est levée. Ça veut dire que tout le monde, il faut activer le laboratoire, la clinique, l'épidémiologiste, tout le monde, parce qu'on a un cas de suspicion de diphtérie. Ça veut dire qu'il y a le seuil. Maintenant, quand il y a ça, maintenant, la première chose, on va faire le prélèvement et envoyer l'échantillon, soit au laboratoire national maintenant qui y a les moyens de faire les tests. Maintenant, lorsque le laboratoire a fini de tester, c'est le laboratoire qui confirme, c'est le laboratoire qui va dire oui, on a un cas de diphtérie parce que cette personne a testé pour rechercher le Corynebacterium diphtheriae. On a retrouvé effectivement la présence de l'agent causal. Et maintenant, automatiquement, on dit, voilà, au CAI, on a un cas de Corynebacterium, on a trouvé un agent causal, c'est un enfant de X années de Corynebacterium épidémiologique. Parce que le seuil d'alerte en Haïti pour la diphtérie, c'est 1. Maintenant, on a un cas dans le sud. Et qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, on a l'aide DLR. DLR va activer son équipe. Aïe. Ça va? Il Alors, y a des petites ruptures, mais ça va. OK. Ça m'a changé réseau. Je senti ça. Donne-moi 5 minutes, quelques minutes, juste me changer réseau. Je souhaite Internet. Bon, OK. Je pense que ça va mieux maintenant. Oui, ça va mieux. OK. Je me change de réseau en mode mieux. Donc, et maintenant, oui, j'étais là. Maintenant, automatiquement, on a alerté le laboratoire, on sort ce résultat pour une seule personne. Ce que l'ADLR va faire, il va chercher maintenant, est-ce qu'on n'a pas eu des cas contacts avec cette personne touchée par le Corynebacterium diphtheriae? Et rapidement, on va faire ce qu'on appelle un testing, tester son environnement, les personnes contacts. Et c'est là, vous voyez que les deux ont la mission de faire la détection d'une épidémie. Le laboratoire en premier va sûrement avoir son premier cas et confirmer, et automatiquement, à partir de son seuil d'alerte, la DLR va mettre son équipe en marche maintenant pour aller chercher le cas. Et maintenant, à ce moment, le laboratoire national va avoir beaucoup plus d'échantillons à tester. Et c'est là, dans l'ensemble, on va dire dans telle zone, on a trouvé X sur 20 ou 30 personnes testées, on a trouvé X cas de Corynebacterium diphtheriae. Ensuite, si, par exemple,
le rôle de l'épidémie, c'est d'identifier toute nouvelle maladie. Il va identifier toute nouvelle maladie, mais c'est si le laboratoire est en mesure aussi d'identifier l'agent causal. Parce qu'on ne peut pas juste identifier une maladie. On ne peut pas dire, ah, là, on a fait un test, on a eu, et cette personne on a un cas, par exemple, je vais prendre un exemple. Ah, on a testé, cette personne est positive, il a de la grippe, il a de la fièvre. Maintenant, vous allez envoyer l'échantillon au laboratoire. Le laboratoire a le rôle de dire oui, cette personne est touchée soit par l'influenza, soit par les SRAS ou autre. Mais l'important de tout ça, il va identifier les causes, mais les types, les sous-types, la souche, le laboratoire doit pouvoir faire tout ça. Et le laboratoire doit pouvoir aller plus loin pour dire que par rapport à cette chose ou à ce type, est-ce qu'on peut utiliser tel type de traitement ou autre? Parce que parfois, la souche qui a eu, c'est une souche qui était déjà en contact avec X médicaments, par exemple, et qui devient une souche résistante. Donc, le rôle du laboratoire, si le laboratoire ne peut pas faire ce travail, déjà, il va y avoir un problème au niveau épidémiologique parce que dès qu'on va penser déjà, à partir de la clinique, on a eu 5 cas, on a traité ces 5 cas, et pourtant ces 5 personnes vont retourner et qu'on va avoir des cas, des personnes ayant reçu les médicaments qui ne sont pas traités. Et maintenant, le rapport, c'est que la dépendance de l'épidémie du laboratoire va entraîner un problème parce que déjà le laboratoire n'a pas la capacité d'apporter une réponse réelle à la clinique et à l'équipe épidémiologique. Et ce qui va causer du tort à la population en général, parce que la raison, c'est qu'on a un virus, une souche résistante en circulation, mais on a un laboratoire qui n'a pas la capacité déjà, dès le début, pour nous dire, attention, cette souche qu'on a ne va pas répondre à la pénicilline, il faut utiliser d'autres médicaments. Ensuite, identifier toute nouvelle maladie, qui est le rôle de l'épidémie. Ensuite, découvrir qu'elle est exposée une population dans une environnement. Ça, c'est le rôle de l'épidémie. De dire les différents types de germes qu'on a en circulation, ensuite, quels sont les risques. Mais on ne va pas avoir les différents types de germes qu'on a en circulation dans une zone donnée si on n'a pas les informations, venant du laboratoire pour dire, par exemple, dans le Nord, au Cap, on a gonocoque, on a méningocoque, on a X, on a Y, et pour savoir que les femmes enceintes dans cette zone sont exposées à des risques d'avoir tel type d'infection lorsqu'elles portent un bébé, maintenant, c'est que l'épidémiologie, c'est au laboratoire déjà d'identifier les germes qui sont présents dans cette zone. Et comment on va identifier? On va identifier, c'est à partir de tests qu'on a réalisé des gens venant dans cette zone, et à partir de cette location, on va dans cette zone, voici le risque en cours ces zones, épidémiologiquement, voici le risque. Épidémiologiquement, voici le risque en cours ces zones dans cette location par rapport aux différents agents causaux identifiés. Ensuite, maintenant, à chaque groupe de personnes, quand on va faire la distribution, il faut identifier les causes des affections de ces différentes personnes de la localité. Maintenant, voyons en termes de processus de surveillance. Et voyons un peu le processus de surveillance. Alors là, j'utilise un schéma développé par deux Canadiens, Bouqueridge et Kadri, qui ont développé en 2007 le processus de surveillance. Macni, tu peux identifier la personne, c'est un extrêmement terrible. Je n'arrive pas à l'identifier, j'essaie de vérifier. OK. Et maintenant, regardons un peu, malheureusement, c'est en anglais, et le schéma, je n'ai pas le droit de
je pourrais traduire, mais je n'ai pas le droit de modifier. C'est un travail réalisé par une personne, donc je n'ai pas le droit de modifier. Maintenant, regardons un peu. Vous voyez qu'il y a 3 étapes dans ce schéma. 3 étapes. Mais regarde, dans le processus de surveillance, la première étape, on dit c'est l'identification individuelle des cas. C'est la première étape. C'est-à-dire que si on fait la surveillance, on ne peut pas faire l'identification. Et si on doit faire l'identification individuelle des cas, c'est qui fait l'identification individuelle des cas? C'est le laboratoire. Et si c'est un nouveau cas qu'on doit identifier, la première chose, c'est le laboratoire aussi, éventuellement, qui va établir un algorithme de détection, mais à partir des données venant de la population. C'est-à-dire que déjà, de la première chose, c'est là on fait une identification des cas. Ensuite, dans la seconde partie, vous voyez qu'il y a, on parle de mode de détection en général de la population. C'est-à-dire que comment on va faire pour les identifier? Et maintenant, il faut voir comment la population en général s'évacue. Mais une des choses avant, c'est qu'on a défini comment on va faire le rapport d'événement. Ensuite, là maintenant, on va établir un modèle d'algorithme de détection. Ensuite, on fait le parcours et ensuite, on va voir comment on va transmettre les informations. Et tout ça, dans toutes ces étapes, le laboratoire intervient parce que son algorithme de détection reste la clé. La clé, parce que si on n'a pas les moyens de faire la détection, on ne peut pas arriver à la dernière étape pour envoyer, transmettre les informations. Et c'est lorsqu'on transmet les informations, les gens de la santé publique, c'est dans cette situation maintenant que je me trouve. Par exemple, je dois attendre que toute la chaîne travaille et que moi, je vais avoir l'information à la dernière, et dans le dernier membre de la chaîne, là où tu vois qu'on écrit Public Health Action. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette partie et c'est là qu'on va utiliser cette partie encore. Parce que l'information va arriver jusqu'au dernier cours aux gens de la santé publique. Vous voyez, c'est-à-dire le laboratoire est au début. Et maintenant, l'information va arriver en dernier aux instances concernées de santé publique. Et ce qui arrive, quand l'information arrive aux instances concernées de santé publique, c'est-à-dire après tout ce travail fait au niveau du laboratoire en passant par les gens d'action, on va arriver que c'est là maintenant, c'est jusqu'après que les gens de santé publique vont intervenir pour placer cette population sous surveillance. Sous surveillance, parce que probablement, il y a des cas, il y a un agent causal en circulation qui peut faire du tort à cette population. Maintenant, on est obligé de le placer sous surveillance. C'est-à-dire que vous voyez que le laboratoire est au début de la chaîne, déjà identifié. Il est au beau milieu, parce qu'on doit continuer aussi pour regarder son algorithme. Les cas identifiés au début, on peut toujours demander de refaire, retester et autres pour définir un nouveau système. Si on estime que le premier, au début, le système utilisé probablement peut y avoir des problèmes, et que maintenant, pour arriver en dernier et pour pouvoir transmettre les informations au staff décisionnaire. C'est-à-dire que, et maintenant, le staff décisionnel, en fonction des résultats sortis au niveau du laboratoire, on va prendre des décisions pour dire là, on va placer cette population sous surveillance. On va placer cette situation sous surveillance parce que le laboratoire a identifié un agent causal dans cette zone qui peut faire du tort dans cette population et quelles sont les décisions prises et comme on est venu avec, par exemple, avec le COVID-19 et la distanciation sociale. OK. Maintenant, élément de données utilisé dans la surveillance épidémiologique à bord. Maintenant, et au début, là, j'ai parlé beaucoup de ce qu'on appelle testing, surveillance et autres. Mais ce qu'on doit savoir, le laboratoire ne se résume pas à testing. Et testing, pour moi, faire le test, sortir le résultat, c'est
la dernière étape, et peut-être c'est l'étape la plus simplifiée même. Pourquoi je dis la plus simplifiée? Par exemple, en Haïti, faire un test, peut-être, on n'a pas encore toutes les technologies et autres, et c'est un petit peu, et ça peut être compliqué. Mais par exemple, il y a des tests qu'on fait, on met ça dans la machine, on rentre chez nous, et puis demain, on prend les résultats. Ça imprime. C'est ça. Mais maintenant, c'est de voir, quand on demande les tests, par exemple dans les cas d'épidémie, pourquoi on demande conditions? Est-ce que les tests demandés te répondent et quelle période? Parce que certes, on peut être en période d'épidémie. Au début d'épidémie, par exemple, on peut utiliser un test pour faire un testing. Et puis après, passer la période d'épidémie, on ne veut plus utiliser ce test. Et on va voir pourquoi. Ensuite, est-ce qu'il y a une suspicion clinique? C'est-à-dire que et c'est pourquoi, par exemple, nos cliniciens en Haïti, quand ils envoient une demande de laboratoire, ils font juste la demande. Alors que, ma chance, c'est que quand le patient, par exemple, arrive au laboratoire, par exemple à Montréal, je vois que le patient, avec toutes les explications, les raisons de demande du test, et ensuite, pour faire les interventions. C'est comme si nous, en Haïti, on n'a pas droit à ces informations. Mais non, on a droit à ces informations. Raison parce que s'il y a le risque, il y a une erreur qui s'est passée, par exemple, dans un test, c'est normal, par exemple, par rapport aux descriptions, et le responsable du laboratoire peut toujours demander à l'équipe de reprendre ce test par rapport à la description qu'on a reçue et que nous, par rapport à ces informations, je veux bien confirmer ce résultat par rapport à toute cette description que j'ai reçue. Ce qu'on n'a pas en Haïti, malheureusement, parce que le dossier des informations concernant la situation du patient reste exclusivement, et c'est comme si reste exclusivement pour la clinique, mais non. Malheureusement pour eux, le laboratoire doit avoir une bonne partie d'informations pour pouvoir, même lorsqu'il va faire la validation et l'analyse de ces résultats, et voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, conditions des résultats. Résultats analysés selon les caractéristiques de l'organisme ou de l'hôte. C'est-à-dire que quand on donne les résultats, maintenant, ce sont des éléments, ce sont des données utilisées dans la surveillance épidémiologique de laboratoire. Maintenant, on doit donner les résultats. Et on va donner les résultats en fonction de quel organe. C'est-à-dire que l'autre. C'est-à-dire qu'on doit donner des informations. Par exemple, laisse-moi prendre un exemple simple. J'ai discuté avec un collègue qui était en Égypte avec moi et maintenant qui travaille à Lausanne lors de la période de COVID-19. Vous savez que tout le travail qu'on a donné, le mode de transmission et autres concernant COVID-19, tout se fait déjà au laboratoire. Les experts de santé publique qui arrivent pour nous dire non, la distanciation sociale et autres XYZ. Mais pour analyser le système de transmission d'une personne à une, comment se développe, tout se passe au laboratoire. Parce qu'on est obligé de faire des tests in vitro et de mettre l'agent causal en situation et pour pouvoir suivre. Mais maintenant, malheureusement, en Haïti, on n'a pas encore tout ce système. Et maintenant, l'organisme, c'est quel type et quel sous-type et parfois jusqu'aux souches. Est-ce qu'il y a des cas de résistance aux antimicrobiens ou pas? Est-ce que maintenant, il faut avoir des informations démographiques de la personne. Nom, prénom, âge, sexe, l'âge et autres. Et très important, c'est la location. Parce qu'aujourd'hui, comme on vient de voir avant, on peut décider de mettre dans une zone donnée, on met un groupe de personnes sous surveillance épidémiologique. Mais pour mettre cette personne sous surveillance épidémiologique, c'est dans le cas de location. Je vais vous donner un exemple qu'on fait en Haïti et actuellement on a de la maladie. En Haïti, on a ce qu'on appelle la stratification. Alors, dans la stratification, il y a des zones qui sont en vert, il y a des zones qui sont en rouge, il y a des zones qui sont jaunes. Mais c'est en fonction du nombre de cas qu'on va découvrir dans les zones, dans les sections communales, dans les quartiers. On peut dire que ce quartier, c'est un rouge pour la malaria ou ce quartier, c'est un vert. Donc, généralement, c'est ça. OK. Maintenant, c'est
regardons, lorsqu'il y a une apparition des cas et nouvelles d'infection, et comment se passe, et où le laboratoire intervient dans les étapes d'investigation. Parce que l'important, le laboratoire, vous voyez les étapes. Là, j'ai mis toutes les étapes. Mais vous voyez en rouge. Là, vous voyez en rouge, ce sont les étapes où le laboratoire ne peut pas en passer. Par exemple, quand on va déterminer l'existence de l'éclosion, c'est le laboratoire. C'est le laboratoire qui va dire oui, il y a un agent causal, oui, il y a une infection nouvelle, oui, il y a un agent infectieux nouveau en circulation. Et c'est le laboratoire ensuite qu'il va finir de dire, mais maintenant c'est lui qui va confirmer le diagnostic. Mais aussi c'est au laboratoire qu'on va s'asseoir pour définir les cas. Et on va rechercher les cas. Pour rechercher les cas, on va chercher les personnes contacts et les échantillons vont arriver où? Au laboratoire. C'est-à-dire que si le système ne fonctionne pas, si le laboratoire ne peut pas répondre à ces obligations, déjà, c'est difficile pour nous de mener des investigations en cas d'une nouvelle épidémie. Mais maintenant, ce n'est pas seulement le laboratoire. Là, je parle des étapes où le laboratoire intervient toujours. Parce que là, ce n'est pas le laboratoire qui va sortir pour aller chercher les équipes épidémiologiques et santé publique. L'équipe de santé publique ou d'épidémiologie vont sur le terrain, identifier les cas, rechercher les cas et ensuite apporter les échantillons ou ramener ces patients pour des prélèvements. Parce que parfois, on arrive sur le terrain, on n'a pas les moyens de faire les prélèvements, on est obligé de ramener ces patients. Mais il faut dire parfois, ces patients sont rebelles et ne veulent même pas venir. Ensuite, l'autre chose, quand on va décrire l'événement en termes de temps et lieu, personne, c'est pas le laboratoire, on intervient très peu. Quand on va prendre la décision de circonscrire la population, limiter son déplacement, le laboratoire, on n'a pas à intervenir parce que nous, on a déjà fait notre travail au sommet. Et maintenant, formuler l'hypothèse sur la source ou le mode de transmission. Quand on va formuler l'hypothèse, ce n'est pas nous. Mais c'est nous qui faisons la recherche pour voir comment se comporte et l'organisme. Mais quand on va formuler l'hypothèse, on a fait, comme je disais, c'est comme si, c'est comme un groupe, un jazz qui va jouer. Maintenant, on a fait toute la préparation, on a fait le maquillage, on a fait tout ça. Et puis, quand les musiciens, nous, on n'est pas là. On n'est pas là. Mais non, ce sont les gens de santé publique vont venir et formuler les hypothèses, présenter toutes les données. Mais nous, le travail, c'est nous qui l'avons fait en backstage. Ensuite, on va procéder, on intervient toujours quand on fait des études complémentaires jugées nécessaires. Par exemple, une chose comme étude complémentaire. Maintenant, on est en train de regarder l'impact, par exemple, quand une personne a fini de contacter le COVID 7 mois après, et certains éléments sanguins commencent à se comporter, notamment pour les personnes qui n'ont pas eu de forme grave. Et là, on est en train, ce sont des études complémentaires, mais on ne peut pas le faire sans le laboratoire. Confronter les conclusions avec les faits établis, on n'est pas là-dedans parce que certes, nous, on fait les données, on présente, on nous donne les résultats, mais on ne fait pas, c'est pas nous qui faisons les conclusions. On n'est jamais au devant de la scène. Ensuite, appliquer les mesures de contrôle et de prévention et documenter les départs. Et ça, c'est nous aussi. On intervient pour donner les mesures de contrôle et les mesures de prévention. Éléments de données utilisés dans la surveillance. Oh. Ouais, ça. OK. Maintenant, quel est le rôle du laboratoire en période d'épidémie? Et c'est parfois, quand ça arrive, on pose vraiment des questions. On dit, ah, il y a épidémie, il faut se préparer. Mais non, malheureusement, en Haïti, quand on fait dans cette situation, on implique rarement le laboratoire. C'est le ministère avec son petit équipe et il donne le ton, ensuite le laboratoire. Et c'est arrange-toi pour donner des résultats. Malheureusement, ce n'est pas comme ça se passe. La première chose, on a des questions à poser. Maintenant, on a fini d'identifier, par exemple, l'agent causal. On a dit il y a une épidémie.
Maintenant, la première chose, est-ce que pour cette épidémie, est-ce qu'on peut utiliser des tests rapides? Si on a des tests rapides, OK, on peut utiliser. Si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, heureusement, on a la biologie moléculaire qui reste notre seconde arme. La deuxième chose, oui, on a les tests rapides maintenant. Quel est le niveau de sensibilité et de spécificité par rapport à cette souche qu'on a? Est-ce que ces tests rapides qu'on a, certains tests rapides, par exemple, pour faire le dépistage de l'hépatite, par exemple, mais est-ce que cette souche-là qu'on a identifiée dans la section de biologie moléculaire, est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire le dépistage? Parce que ça peut arriver par rapport à la sensibilité et la spécificité. Ces tests rapides ne peuvent pas répondre. Ensuite, rapidement, maintenant, à partir de là, on va parler de valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives. Parce que dès qu'on parle de sensibilité, on va parler de valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives. Je ne veux pas entrer dans tous les détails parce que là, l'heure n'est pas trop loin. Ensuite, automatiquement, quand on arrive là, l'autre question que je n'ai pas mis sur le slide, on va parler de l'indice de Youden. L'indice de Youden, c'est de voir quelle est la précision de ces tests rapides qu'on a par rapport à cette nouvelle souche. Est-ce qu'on peut l'utiliser? On va parler de l'indice de Youden. Maintenant qu'on a fini de faire tout ça, on va revenir à une question très importante, le stock. Quel stock qu'on a? Si on a X nombre de cas, est-ce qu'on peut tester ces cas? Ensuite, on va voir, est-ce que par rapport à cette souche, on peut utiliser la culture? Est-ce que c'est sensible? Est-ce que au niveau biosécuritaire, c'est faisable? Est-ce que c'est tout ça? Maintenant, si ce n'est pas faisable, on prend la troisième étape qui est au laboratoire national, la biologie moléculaire. Maintenant, en termes de préparation à une épidémie, pour finir cette présentation, il faut déjà prendre part au groupe de travail. Le laboratoire indiscutable, il doit être au début prendre part au groupe de travail qui élabore les guides et les recommandations cliniques. Je dis bien, le laboratoire doit être présent, absolument. Le laboratoire doit être présent. Parce que si on fait les diagnostics, on va regarder l'autre, on va regarder l'organisme, on va regarder le mode de comportement, mais pourquoi on n'est pas dès le début dans le groupe de travail qui élabore les guides et les recommandations cliniques? Et le cas en Haïti, c'est toujours la plus grande faille parce que très souvent, les guides et les recommandations cliniques, on n'inclut pas les laboratoires. Maintenant, il faut offrir des services de diagnostic et de surveillance, ce qu'on fait comme on ne peut pas monoplacer. Ensuite, c'est participer à des épreuves de compétences. Participer à des épreuves de compétences parce que même si on fait un test régulièrement chaque année, mais on doit s'assurer que ce qu'on fait en Haïti, c'est conforme à ce qu'on fait à la Martinique, c'est conforme à ce qu'on fait dans la région. Donc, c'est pourquoi on doit participer à des épreuves de compétences. Ensuite, il faut élaborer des plans de contingence. Des plans de contingence, par exemple, on utilise, par exemple, la biologie moléculaire, la section biologie moléculaire au laboratoire national, par exemple, pour faire la COVID-19. Un exemple banal que je prends. Maintenant, on a imaginé LNSP. Maintenant, il y a une rupture de stock internationale pour les réactifs de biologie moléculaire. Le plan de contingence actuellement national, c'est le GenXL. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose. Mais généralement, le problème, c'est que très souvent, on dit là, on a ces tests, mais on n'a pas d'option. C'est-à-dire que si notre appareil, ou bien il y a une rupture de stock de ces réactifs produits au niveau international, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre aux besoins de la population. Et très souvent, ce qui est plus grave, on a par exemple, c'est le cas, on a un laboratoire de référence, mais pour les 10 départements, en situation d'épidémie, on doit regrouper les échantillons et on voit tout dans un ou deux laboratoires. Et là, on n'a pas de plan de contingent. Par exemple, s'il y a par exemple des problèmes d'intempéries et autres, les routes sont coupées, il n'y a pas de tests pour les gens qui sont dans les zones reculées. Ensuite, notre job, c'est de pratiquer. En conclusion, l'action concertée avec les laboratoires, c'est la clé d'une réponse rapide et efficace face à une épidémie ou tout nouvel agent infectieux. C'est indispensable. Si on veut mettre le laboratoire en dehors de tout le processus, malheureusement, il y a le risque que quelque chose nous échappe. Ensuite,
l'important, je vous le dis, on doit être prêt maintenant, plutôt que désolé plus tard. On doit être prêt maintenant, plutôt que désolé plus tard. Quand vous entendez le bruit de sabot, pensez au cheval plutôt qu'aux zèbres, mais n'oubliez pas les zèbres. Je vous remercie. Merci infiniment, Woodens, pour cette intéressante présentation. Alors, j'imagine déjà l'assistance en train de murmurer lorsqu'il voit cette présentation, la place du laboratoire à l'épidémiologie et qu'il compare le comportement de nos autorités face au corona. Bon, et ils sont en train de bien se dire quelque chose. Donc, c'est bien malheureux, on a un conflit d'horaire, on ne peut pas recevoir de questions, mais ce que je vous demande d'écrire les questions, de me les envoyer et ensuite, comme ça, on répondra. Donc, je vous rappelle également que ce samedi, il va y avoir une rediffusion et on a enregistré, on va faire une rediffusion. Alors, et bien avant la rediffusion, vous aurez la réponse. Ok, merci. Pas de problème. Désolé, j'ai plus beaucoup de temps. Je parle tout. Mes slides sont tout petits, mais je n'ai pas beaucoup de choses écrites sur les slides. C'était juste, surtout, je devais présenter les informations clés en expliquant. Mais désolé pour le temps. Je voulais bien répondre à vos questions. Ce serait intéressant de répondre à toutes vos questions. Mais probablement, maintenant, on va continuer. On fait la réponse de toutes les questions. Ensuite, tout le monde peut avoir les réponses. Exactement. En fait, pour poser la question, je vais vous envoyer mon numéro WhatsApp et comme ça, vous pouvez l'utiliser pour poser la question. C'est 38 39 66 63. Écrivez-nous à ce numéro-là et puis comme ça, Woodens va, et je vais transférer la question à Woodens qui va vous répondre par la suite. Et 38 39 66 63. Voilà, je l'écris pour vous dans le chat. OK, merci infiniment, Woodens. En fait, la formation a été super. Donc, c'est très intéressant. Merci. En fait, on souhaite que ce n'est pas la dernière fois que vous présentez pour nous parce qu'on était vraiment satisfaits. Merci. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Okay. Merci tout le monde. Merci de votre disponibilité et merci d'avoir perdu un peu de temps pour m'écouter. Je vous remercie. OK. Bye. OK. Ceux qui sont inscrits à la formation technologie contre qualité, et je vous demande d'aller vous connecter tout de suite parce qu'on va commencer. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite d'aller faire ça. Merci tout le monde. Bye bye, à la prochaine. N'oubliez pas 38 39 66 63 pour les questions. On va les répondre par la suite. Merci.